Alors bonjour à tous, bienvenue sur notre site. Aujourd'hui, je vous invite à une chasse au dolmen en Charente, dans une région qu'on appelle le Ruffécois, au nord d'Angoulême. Et le Ruffécois possède l'une des zones les plus riches d'Europe en matière de mégalithes, que ce soit des tumulus ou des dolmens. On les compte ici par douzaines, isolés ou regroupés. Alors, si bien qu'on peut parler d'une sorte de véritable nécropole à ciel ouvert, d'autant que beaucoup de ces mégalithes ont disparu, ont été détruits au cours en particulier du 19e siècle. Alors pour mémoire, un tumulus, c'est ce tertre de pierre ou de terre qui à l'origine recouvrait une chambre funéraire, c'est ça le dolmen, une chambre funéraire qui était faite de piliers qu'on appelle des orthostates, des piliers monolithiques, et recouverts d'une ou de plusieurs dalles. Alors bien souvent, ce qu'on voit, c'est justement ce qui reste de ce mégalithe, c'est-à-dire uniquement le dolmen, le tumulus ayant disparu par érosion ou par l'activité humaine. Mais ici, sur la commune de Tusson, on a la chance de pouvoir encore voir des tumulus qui n'ont pas été trop dégradés, qui n'ont pas été fouillés, comme celui qui se trouve derrière moi, qui est de taille raisonnable, encore qu'il mesure plusieurs dizaines de mètres de longueur, mais il y a aussi de véritables géants, comme le tumulus qui se trouve devant moi. Tumulus qu'on appelle le gros d'oignon, et qui lui mesure quand même 140 mètres de longueur, pour une largeur d'environ 45 mètres et 10 mètres de hauteur, ce qui fait de cette tombe collective, de ce tumulus, l'un des plus grands d'Europe. Alors qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir? Comment ça se présentait à l'intérieur? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir maintenant en se transportant dans un endroit tout proche. Alors, puisque c'est sur notre route, il y a derrière moi deux dolmens classiques, donc qui ont perdu leur tumulus. Le dolmen de la Grosse Pérotte, juste derrière moi, et au fond, le dolmen de la Petite Pérotte. La table de celui qui est au fond pèse quand même 40 tonnes, celle-là 100 tonnes. Donc nous voilà arrivés à ce dolmen de la Motte de la Jaquille. La Motte vous indique déjà que nous sommes sur une éminence, on domine tous les alentours, et ce dolmen se trouve encore pris en partie dans son tumulus, un tumulus qui ici était circulaire. Alors ce dolmen a été détruit, en tout cas la table, les pierres qui le recouvraient ont été détruites, et il a été fouillé, il y a une dizaine d'années, fouillé d'une manière scientifique. Ce que j'oubliais de vous dire aussi, c'est que du point de vue de la datation, nous sommes bien à la préhistoire. Et les peuplades qui vivaient et qui ont construit ce monument appartenaient à une période qu'on nomme le néolithique moyen, il y a entre 5 et 6 000 ans. Alors maintenant, on va entrer comme on pouvait le faire à la préhistoire. Donc, entrons par le passage normal, le vrai passage. Je vous rappelle que c'était une sorte de tunnel. On remarque déjà qu'il y a des gros blocs, comme celui-ci ou celui-ci, mais il y a aussi une sorte de mur de pierre sèche, ce qui était déjà le cas à l'époque. Et puis on arrive alors juste à l'entrée, et là il y a quelque chose de très particulier, une chose unique en Europe pour cette époque, eh bien c'est la présence d'une porte. Je parle d'une porte, une vraie porte en pierre, une porte qui coulissait, qu'on aperçoit
ici. Alors c'est une reproduction. La vraie se trouve au musée d'Angoulême, mais on découvre que ce bloc de pierre qui pesait 300 kg, eh bien il avait des gonds, comme celui-ci qui a été sculpté. Il existait un autre gond pour la partie basse, et les deux pouvaient coulisser dans des trous, dans une crapaudine, pour la pierre de seuil, et peut-être le gond du dessus pouvait-il coulisser à l'intérieur d'un linteau de bois. Une fois qu'on avait franchi cette porte, qui mesure à peu près 1,10 m de hauteur, eh bien on rentrait donc dans la salle funéraire, le domaine des morts, où je me retrouve maintenant. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est le grand soin apporté à l'alignement des orthostats. Je vous rappelle que ce sont ces gros blocs de pierre. On voit qu'ils sont soigneusement surfacée, en tout cas la face visible, elle a été en quelque sorte façonnée, lissée, martelée. Particulièrement les pierres qui se trouvent face à l'entrée et qui étaient encore faiblement éclairées par la lumière de l'extérieur, eh bien ceci était encore plus soigneusement surfacé, presque poli. Ce qu'on remarque aussi, c'est que en certains endroits, eh bien, les orthostats sont très bien alignés, avec grand soin. Par contre, à d'autres endroits, ça ne marche plus. Comme ici, par exemple, où on voit que ça colle pas, quoi. Alors peut-être y a-t-il eu une sorte de réagencement de la salle funéraire. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, l'espace a été modifié. Certains archéologues parlent d'un recyclage de cette tombe. Et enfin, terminons par signaler qu'il y a une grande différence entre le soin apporté au surfaçage des orthostats à l'intérieur de la chambre funéraire, alors que les blocs que j'avais remarqués au départ, eh bien, si on passe la main, là c'est plus du tout pareil. On voit qu'ils sont ils sont bosselés, ils n'ont pas été retouchés, comme si on voulait établir une sorte de contraste entre le couloir, qui appartient encore au monde des vivants, et puis, une fois la porte passée, rentrer dans le monde des morts, avec une salle beaucoup plus soigneusement apprêtée. Alors pour finir, on peut sortir et avoir une belle vue sur les environs. Je vous parlais tout à l'heure d'un promontoire sur lequel nous sommes, puisque depuis le tumulus de la motte de la Jacquie, eh bien partout où l'on regarde, on domine le paysage. Évidemment, l'endroit a été choisi dans ce but. Et d'ailleurs, si on regarde dans cette direction, dans l'axe de la petite Maison Blanche, si on regarde donc la ligne de crête, on aperçoit divers bosquets qui correspondent au tumulus de Tusson où nous étions précédemment. Imaginons que ces tumulus n'étaient pas recouverts de végétation, bien sûr. Au contraire, on pouvait voir leur parement de pierre plate en calcaire blanc. Un parement, donc, on pouvait voir de très loin autour, évidemment, c'était volontaire. Ce qui fait dire que vraisemblablement, il y a eu de la part des populations néolithiques qui ont construit tous ces monuments, une sorte d'organisation monumentale du paysage. Donc nous voilà arrivés presque au terme de cette rapide exploration des mégalithes du Ruffécois, mais évidemment on ne peut pas s'en aller avant d'avoir vu une pierre du sacrifice. Et bien voilà, on arrive devant un autre genre de tumulus. Cette fois-ci, vous voyez qu'il est circulaire, encore recouvert de son parement de pierre calcaire plate. Il a été bien sûr restauré, mais donc on va pouvoir rentrer à l'intérieur et pour découvrir la chambre funéraire, autrement dit le dolmen. Un dolmen qui est de type angoumoisin, c'est-à-dire qu'il était donc précédé par un couloir en général coudé, et ce dolmen était fait
de piliers verticaux, les fameux orthostats, souvent monolithiques, et puis recouvert alors d'une grande dalle de couverture ou de plusieurs. Et on remarque souvent que dans les dolmens angoumoisins, l'intérieur de la chambre funéraire est finement travaillé, c'est-à-dire que les parois, les faces des orthostats sont souvent lissées. Allons voir ça. Donc on rentre tout de suite, on voit que c'est pas très haut. Regardez bien de chaque côté les parois qui alternent des gros blocs et des murettes en belle pierre calcaire plate. Et quand on arrive dans la salle, on découvre une chambre funéraire, une autre petite salle, et regardez bien, alors en fait oubliez les graffitis, regardez bien comme les parois sont bien aplanies, on verra ça beaucoup mieux à l'air libre un peu plus tard. Regardez au-dessus l'énorme dalle qui recouvre l'ensemble. Il existait quand même une décoration sous forme de sculpture. Alors on est rentré dans cette toute petite pièce et pour découvrir une modeste décoration. Quand on regarde à droite de l'entrée, eh bien on découvre une sorte de crosse, peut-être une hache, et c'est tout, à part quelques autres rainures ou quelques gravures. Alors voilà pour ce dolmen B de la forêt de la Boix. Bon, et ben ça y est, on l'a trouvé. C'est la pierre du sacrifice. On va voir ça. Regarde. Regarde. Mon Dieu. Il rigole pour le sang. Un sang humain, bien sûr, hein, puisque les pierres de sacrifice, c'est toujours des sacrifices humains. Alors, en vérité, il y avait là un tumulus entier, comme ceux qu'on a pu voir. Et puis, pour empirer la route qui se trouve tout près, eh bien, il a été détruit et on n'avait gardé que la dalle de couverture qui fait quand même 5 mètres de long pour facilement 1 mètre d'épaisseur. Je vous laisse calculer le poids, c'est du solide. Et évidemment, au milieu, on trouve cette grosse entaille, évidemment qui n'est pas naturelle, mais bon, qui n'était évidemment pas destinée à faire couler le sang des victimes. C'est tout simplement une entaille faite par les carriers, ceux-là même qui ont débité le reste du dolmen. Alors c'est amusant parce que ce sont des légendes qui ont la peau dure et je serais curieux de savoir combien il y a en France ou ailleurs de dolmens ou de restes de dolmens qui s'appellent toujours la pierre des sacrifices, la pierre du sacrifice, la pierre au sacrifice, etc. Si vous en connaissez, faites-le nous savoir.